L'objectif de cette vidéo est d'apprendre à étudier et interpréter correctement un document. En effet, depuis 2017 et l'apparition des sciences au brevet, chaque année, il y a eu une étude de document plus que des questions de cours. Donc, dans le document suivant, j'ai récupéré un petit peu tous les types de documents que vous pouvez avoir au brevet et sur lesquels vous pouvez être interrogé. Donc, on va essayer de les voir les uns après les autres en passant un peu plus de temps sur certains que d'autres. Dans un premier temps, sur une étude de texte, ce que je vous conseille, c'est de lire attentivement le texte et peut-être même pour gagner un peu de temps, lire les questions qui portent sur le texte avant de lire le texte. Cela vous permettra de savoir quelles sont les informations qu'il faut aller chercher précisément dans le texte. Il ne faut pas oublier de faire un lien avec vos connaissances. Attention, dans un texte, dans un exercice, il y a toujours des parties qui sont importantes pour la résolution de l'exercice et puis d'autres qui le sont un petit peu moins. Donc ça veut dire qu'il va falloir arriver à faire la part des choses entre ce qui va vous servir à faire l'exercice et ce qui ne vous servira pas mais qui vous apportera quand même des informations complémentaires. Vous pourrez avoir également des tableaux. Dans un tableau de valeurs, normalement, ou d'autres paramètres, il va falloir travailler sur cette comparaison. On va vous demander de comparer des valeurs, des chiffres, etc. Et ça, on le laisse pour la dernière diapositive, c'est ce que l'on fera à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas quelque chose, c'est que nous sommes en sciences et qu'en sciences, il faut bien entendu adopter toujours cette démarche scientifique ou démarche expérimentale avec lesquelles vous vous familiarisez depuis la classe de 6e. Une bonne démarche repose sur une bonne formulation. Et très souvent, on va vous demander peut-être d'établir le problème ou l'hypothèse liée par une observation et ainsi de suite. Eh bien, pour ceci, je vous demande de bien connaître cette formulation, c'est-à-dire que quand on veut être dans l'étape de l'observation, on va commencer par dire j'observe que, je vois que, c'est le point de départ. Ensuite, sur un problème, le problème est une question. Donc il ne faut pas oublier le point d'interrogation et ça commence toujours par pourquoi ou comment expliquer. Une hypothèse, elle, est une réponse qui est provisoire à notre problème. On formule une hypothèse en réponse à un problème. Ça veut dire qu'elle peut être juste comme elle peut être fausse. Et donc, il faut être sur le conditionnel en disant je suppose que, je pense que, j'imagine que. Rien n'est sûr, mais il faut quand même le proposer. Ensuite, sur l'expérimentation, c'est un protocole expérimental que vous pourrez proposer. Au lycée, vous allez travailler énormément là-dessus, sur l'élaboration d'un protocole expérimental. Les résultats, c'est ce que l'on observe à la fin de l'expérimentation. Et cette observation des résultats, va nous permettre d'interpréter. D'interpréter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les résultats sont ceux-là, alors on en déduit que, et ça va nous amener forcément à la conclusion. Donc la démarche scientifique, je vous le rappelle, les étapes sont très importantes. Il vaut mieux formuler sa phrase correctement avec je pense que pour une hypothèse plutôt que de dire mon hypothèse c'est que. Ça, on évite absolument. On passe à un autre type de document, une photographie. Alors bien entendu, les photographies pour les étudier en SVT, il y a beaucoup de types de photographies différentes et on peut observer des photographies à taille réelle, à l'œil nu, avec une indication sur l'échelle toujours. Ensuite, on peut les observer au microscope, ici. Alors, ce sont des observations microscopiques faites à un microscope optique, comme ceux du collège, qui permettent de grossir 400 fois au maximum les objets que l'on observe. Donc ici, ce sont des observations prises avec un microscope optique, comme vous avez pu en faire depuis la classe de 6e. Attention, il y a d'autres types de microscopes, comme les microscopes électroniques à balayage ou à transmission, qui permettent de grossir beaucoup plus l'objet étudié. Ici, par exemple, c'est 21 000 fois, alors que là, on est sur des objets qui sont grossis entre 80 et 250 fois pour ici l'épiderme de grenouille. Donc faire bien attention à cette échelle de valeur, à cette échelle de mesure qui permet de savoir finalement ce qu'on étudie quelque chose de grande taille ou de petite taille dans la réalité. Toujours préciser donc ceci, toujours préciser l'échelle indiquée et ce qui nous permet d'avoir une idée sur l'objet que l'on étudie. Autre type de document, un caryotype. Alors on en a étudié pas mal cette année. Je vous rappelle que pour étudier un caryotype, il faut compter le nombre de paires ou le nombre de chromosomes qui peuvent être numérotés. Ici par exemple, on se retrouve avec 22 paires plus une paire sexuelle ici. Toujours repérer
si il y a un chromosome X et un chromosome Y, ici on voit bien qu'il n'y en a pas de chromosome Y ou de chromosome X. Si c'est deux chromosomes X, il s'agit d'une femme. Si c'est un chromosome X et un chromosome Y, il s'agit d'un homme. Attention aussi au nombre de chromosomes. Si on en est à 46 ou 23 paires, eh bien on est dans ce qu'on appelle une cellule somatique, c'est-à-dire n'importe quelle cellule de notre organisme. Si on n'en a que 23 chromosomes qui sont uniques, on est dans une cellule sexuelle, une cellule reproductrice. Attention aussi, quand on étudie un karyotype, à être très attentif aux différentes anomalies chromosomiques. Les anomalies chromosomiques peuvent être des trisomies lorsqu'elles sont sur la paire 21, par exemple ici, mais elles peuvent être sur n'importe quelle autre paire, ou bien sur une paire, comme sur une paire des chromosomes sexuels, ici, XXY, ou alors une monosomie, c'est-à-dire qu'il y a un chromosome sexuel et un chromosome en moins. Document suivant, c'est la tâche complexe ou la question de synthèse. Très souvent, dans les exercices de brevet, à la fin, on vous pose une question qui permet de reprendre tous les documents de l'exercice. Eh bien, pour résoudre une tâche complexe, ici j'en propose une, comme ça, ceux qui voudront pourront faire pause et essayer de l'analyser pour s'entraîner. Eh bien, ici, la question est simple. On vous demande d'utiliser absolument tous les documents pour expliquer où et comment est fabriquée l'urine. Donc, il n'y a finalement que deux questions. La conclusion, il va falloir effectivement la construire. Et pour la construire, il faut utiliser tous ces documents. Le document 1 qui est ici, le 2 avec l'origine de l'urée, le 3 sur le schéma de l'appareil urinaire, et puis le 4 ici. Quand on répond à cette tâche complexe et quand on écrit notre réponse, il ne faut pas oublier, ici une proposition de réponse, il ne faut pas oublier de faire ressortir les documents que l'on étudie et surtout donner l'idée principale de chaque document. Un document est donné pour dégager une idée principale et ensuite on peut essayer de chercher un enchaînement logique. Vous voyez qu'ici, dans cette tâche complexe, j'ai commencé à travailler par le document 2, mais je n'ai pas commencé par le 1. Ça ne veut pas dire qu'il faut les traiter dans l'ordre. À vous de chercher dans un premier temps l'idée principale du document et ensuite il va falloir bien entendu trouver un enchaînement logique avec un document d'appel qui va permettre de pouvoir résoudre à la réponse. La réponse ici, finalement on y a répondu. L'urine est produite en permanence au niveau des reins, ça permet de dire où, comment, par filtration permanente du sang, mais ça on l'a pas inventé, on l'a trouvé dans les réponses, dans l'étude des documents. Là, on va passer un peu plus de temps sur le graphique. À chaque session de brevet, il y a eu quasiment un graphique, qu'il soit en courbe, en diagramme, en bâton, peu importe, il y a toujours eu un graphique aux différents exercices de brevet depuis sa formation en 2017. Donc, j'ai choisi ici un graphique tout simple, un graphique qui ici prend en compte deux paramètres. Le paramètre 1, c'est toujours ce qu'il y a en ordonnée. Ici, c'est la température en degrés Celsius. Le paramètre 2, c'est ce qu'il y a toujours en abscisse et c'est correspond ici au temps. Je vous rappelle que pour établir le titre d'un graphique, eh bien, ça sera toujours le paramètre 1 en fonction du paramètre 2. Et bien donc ici, on écrit simplement que c'est le graphique de l'évolution du paramètre 1, autrement dit la température, en fonction du temps. On voit bien que sur cette courbe, il y a deux phases particulières. Une première phase ici qui est croissante et une seconde phase qui est décroissante. Pour commencer à travailler sur l'étude du graphique, sur l'analyse du graphique, il va falloir opérer des valeurs. Ici, j'en choisis trois qui me paraissent intéressantes. La première valeur ici est à 20 degrés. Au début, on démarre toujours un graphique par le début. Le début, c'est ce qui est le plus proche de l'origine sur l'axe des abscisses. Eh bien, au début, on constate que la température est de 20 degrés Celsius. On remarque que 15 minutes après, c'est le deuxième point que j'ai choisi, elle est environ à 37 degrés Celsius. Donc, on commence par écrire ça. Effectivement, au début, 20 degrés, 15 minutes après, 37 degrés, ce qui veut dire que la température, qu'est-ce qui lui est arrivé en 15 minutes? Elle a simplement augmenté de 17 degrés. On fait le différentiel entre 37 et 20. Et ça permet d'apporter une indication supplémentaire. Une indication supplémentaire parce qu'il y a une augmentation, certes, mais là, on sait de combien de degrés elle est augmentée. Ensuite, sur la deuxième phase, on voit qu'elle passe ici à une température de 28-29 degrés. Et bien, de la même façon, on dit bien qu'elle diminue pendant les 15 minutes suivantes de 37 degrés à 29 degrés. Alors, finalement, la conclusion, c'est que quand on analyse ce graphique, on voit bien qu'il y a deux phases, et la température a donc varié, effectivement, avec dans un premier temps une augmentation pendant les 15 premières minutes, puis
une diminution pendant les 15 minutes suivantes. J'attire votre attention sur le fait que quand on commente un graphique, on n'utilise jamais ces mots-là. On se fiche de la courbe, c'est pas la courbe qui nous intéresse, c'est le paramètre. Donc nous, on ne travaille que sur le paramètre et jamais sur la courbe. On ne dit pas que ça monte, que ça descend, que ça ne bouge pas, que ça évolue. On n'utilise absolument jamais ces mots-là. À la place de ces mots, on utilise bien entendu cela. C'est la quantité du paramètre qui va augmenter, diminuer, rester stable, atteindre un maximum, un minimum et ainsi de suite. J'espère que vous avez bien compris comment étudier un graphique. Je le répète, à chaque session de brevet, il y a toujours eu un graphique à étudier. Et on en étudiera bien entendu beaucoup d'autres cette année. Dernier document, comparer. Là aussi, c'est pareil. À chaque session de brevet, il y a toujours eu des comparaisons. Que ça soit à partir d'un tableau, que ça soit à partir d'un graphique. Et ici, un graphique en bâton ici. Alors, dans ce graphique que je ne vais rappeler rapidement, c'est d'ailleurs un exercice de brevet qui a été proposé, je crois, en 2017 ou 2018. Eh bien, ici, on nous indique, regardez la question, en utilisant les données du document, c'est celui-là, comparer la part des sources d'énergie renouvelables à celle des sources d'énergie non renouvelables. Alors bien entendu, il faut lire le texte pour savoir lesquelles sont les énergies renouvelables et non renouvelables. On voit bien ici qu'on parle du pétrole, du charbon, du gaz naturel. Eh bien tout ça, ce sont des énergies qui sont non renouvelables. On fait le total, ici on est à peu près à 30, on peut se permettre d'arrondir. 30 ici, ça fait 60, 30 plus 30, ça fait 60. Ici, on est à 20, donc ça fait 80. MTEP, c'est des mégatonnes équivalent pétrole. C'est une unité d'énergie. Mais ça, on le sait quand on lit le document. On n'oublie pas ici le nucléaire qui est également une source d'énergie non renouvelable, qui est également une source d'énergie non renouvelable, avec 5 mégatep ici. Donc on est finalement à 85 pour les sources d'énergie non renouvelables et 20 pour les énergies renouvelables. Finalement, la réponse elle est assez simple. On constate que la part d'énergie renouvelable est de 20 mégatep alors que celle des énergies non renouvelables est de 85 mégatonnes par équivalent pétrole. Là, finalement, on essaie d'établir un rapport entre les deux. 85, c'est quasiment 4 fois plus que 20. Donc, on apporte cette information supplémentaire. La part des sources d'énergie renouvelables est 4 fois plus importante que celle des sources d'énergie non renouvelables. J'espère que vous avez compris comment étudier tous ces documents. Vous pouvez revoir à nouveau cette vidéo, lire le document que je vous ai envoyé et proposé, et c'est ce qui va vous permettre de pouvoir réussir un exercice, même si vous n'avez pas de notion importante sur les documents qu'on vous propose. Jusqu'à présent, au brevet, les documents, les sujets ont toujours porté sur des sujets qui n'ont pas été vus en classe. Donc ça veut dire que pour vous préparer correctement, c'est seule l'étude des documents qui va vous permettre de réussir. Dans certains cas, on a des notions sur le sujet, c'est tant mieux, on sait de quoi on parle, mais on vous posera rarement des questions de cours. J'espère que cette vidéo vous a apporté des informations supplémentaires. J'espère qu'elle vous aidera à réussir votre brevet. Je vous souhaite à tous bon courage et bonne chance.